Quel immense plaisir pour moi de vous retrouver pour notre rendez-vous culturel et vespéral. Culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous pour parler ce soir de patrimoine et de poésie avec mes invités. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Yasmina Sellam. Madame Sellam, bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'honorer, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes ingénieur agronome, auteur de deux très beaux essais. D'abord, Mémoire culinaire de l'Algérie, histoire de recettes, qui fut lauréat en Suède du World Cook Book Award, c'est-à-dire voilà, d'un prix pour le livre de recettes mondial. Et puis, tout récemment, à l'occasion de ceci-là, 2024, vous avez publié Le couscous, racines et couleurs d'Algérie. Et c'est dans ces saveurs-là que nous allons plonger ce soir avec votre aimable concours. Avec plaisir. Merci d'être parmi nous. Et j'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir Madame Radia Toumi. Madame Toumi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous aujourd'hui et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'honorer. Vous êtes poétesse, écrivain, traductrice. Vous avez publié tout récemment Limada Ismuha Fatima, un recueil de nouvelles qui s'exporte au Salon international du Caire. Donc vous êtes une ambassadrice des lettres algériennes. Mais ce soir, c'est la poétesse qui va être l'objet de notre examen amical et convivial, avec Zerda, votre recueil de poésie, lui aussi paru tout récemment à l'occasion du SILA 2024. Merci encore d'être parmi nous. Merci à vous. Puisqu'on mentionne la Zerda, on va se tourner justement vers Madame Yasmina Sellam et l'un des acteurs, si je puis dire, de la Zerda, puisque vous consacrez un ouvrage à ce plat, le couscous, racines et couleurs d'Algérie. Et dès l'introduction, on découvre que ce plat, ou du moins ce qu'on croit être ce plat, est consommé de l'Afrique jusqu'au Brésil sous plusieurs dénominations. Ngomo au Mauritanie, Tiéré au Sénégal, Bachi au Mali, Atiaké en Côte d'Ivoire, Chakri, je ne suis pas sûr de la prononciation, en Gambie, Dambou au Niger. Cependant, en vous lisant déjà, on se pose d'emblée la question, s'agit-il du couscous ou de différentes, et là je vous cite, descriptions de préparation assimilé à tort au couscous? Oui, tout à fait. Moi, je considère, c'est vrai, que toute la moitié de l'Afrique consomme du couscous. Mais ce n'est pas les Africains qui ont dit c'est du couscous. Chacun l'a appelé selon sa langue maternelle, sa langue locale. Tout à fait. Donc, c'est plutôt l'Occident qui a assimilé ces plats au couscous. Parce que quand on voit la préparation du couscous, elle n'a rien à voir avec le couscous, parce que le couscous, il a été dans le monde. C'est le couscous algérien qui a été dans le monde. Et c'est le couscous algérien qui a été apprécié. Donc, le mot couscous, il vient de chez nous, il vient du berbère, il vient de l'Amazérité, des habitants anciens de l'Algérie, enfin de l'Afrique du Nord, la Numidie. Pourquoi? Parce que quel est le lien avec la Numidie? Parce que du temps de Massinissa, et Massinissa était le premier à dire la terre à celui qui la travaille. Les années 70, on le disait, mais c'est une reprise d'une phrase de Massinissa, parce que durant le règne de Massinissa, qui était un grand homme, l'Algérie exportait. À ces moments-là, l'Algérie a commencé à exporter le blé et l'orge. Et l'Algérie a continué à exporter le blé et l'orge jusqu'en 1830. Donc, 2 millénaires d'exportation. Ça veut dire qu'on en produisait à profusion et le surplus, on le vendait ou on l'offrait. Et donc, le vrai couscous, celui que le monde a aimé, c'est le couscous fait de notre façon. Parce que quand vous voyez en Afrique comment on fait le couscous, on met des grains dans un grand mortier et puis vous voyez deux femmes en train de mettre de l'eau et de piler. Après, ils passent directement à la vapeur. Donc non, chez nous, c'est tout un processus technique et fin. Et si vous l'analysez, vous allez voir que c'est de l'art de faire un couscous. Parce que nous mettons de la semoule moyenne dans la gassara. Et il nous faut une gassara ou en bois ou en terre. Pourquoi? Parce que le fond doit être poreux pour maintenir le grain, pour qu'il puisse être roulé. Après, nous mettons un peu d'eau et nous mettons le xi qui est de la semoule fine pour enrober ces petits grains. Et quand vous lisez des articles de journaux ou certains livres qui parlent du couscous, ils vous disent c'est des grains de semoule agglutinés. Jamais
Nous, notre but, nous les Numides, nous, on voulait qu'ils ne s'agglutinent pas. Justement. On voulait qu'ils restent séparés. Tout à fait. C'est ça l'intérêt. Et donc l'analyse de la fabrication et du savoir-faire, quand vous l'analysez dans tous ces pays qui disent mangeurs de couscous, vous voyez qu'ils sont différents et que le couscous qui a eu le droit d'être dans le monde, c'est le couscous fait à la manière algérienne. C'est ce qui vous fait dire, je vous cite, le couscous qui a conquis le monde et le couscous roulé selon le savoir-faire algérien, celui qui a toujours eu et aura probablement toujours l'aspect d'une semoule élaborée. Élaborée, tout à fait. Et vous faites ce retour historique jusqu'à l'époque numide, justement. Oui. Vous dites, au commencement était l'orge et le blé dur, et vous rappelez justement qu'on s'appuyait surtout sur le blé dur et que le blé tendre n'a été introduit qu'avec l'occupation française. Ah oui, les Algériens ne mangeaient pas de farine. C'était honteux de manger de la farine. Nous, c'est le blé. Et d'ailleurs, du point de vue nutritif, le blé dur a plus de qualité alimentaire que la farine. Et donc, c'est par besoin qu'on s'est mis à manger de la farine. Mais sinon, même les gâteaux fins qu'on fait maintenant avec de la farine, on les faisait avec de la semoule. Le fénide, par exemple, la ribia, c'était la semoule très très fine. Et d'ailleurs, elle a un nom très particulier à l'est de l'Algérie. Cette semoule très fine, qui presque ressemble à la farine, ça s'appelle mashkouk. Donc, c'est un élément de notre patrimoine qui est le mashkouk, donc la semoule la plus fine de blé dur. Et c'est celle qui servait à faire des gâteaux avec du sucre, avec du miel, Voilà, donc le blé tendre, on l'a mangé très tard. Donc c'est récent, 1830. Voilà. Même si c'est long, une occupation depuis 1830, c'est long comme occupation, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est très court. C'est epsilon. C'est epsilon, exactement. Oui, dans l'histoire de l'Algérie et de la Numidie, c'est epsilon. C'est epsilon. Et donc vous convoquez rien de moins que 3 disciplines pour opérer cette rétrospective historique. La paléobotanique, tout à fait, la paléozoologie et l'archéologie. Tout à fait. Afin de retracer les 3 éléments. Les 3 éléments. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, un producteur de couscous en Algérie, qui me dit « Trouvez-moi la première recette ». Et dans les coulisses, on parlait, Radia et moi, sur la première recette. Est-ce qu'elle existe? Elle n'existe nulle part dans le monde parce que toutes les recettes du monde ont commencé par des préparations primitives qui se sont transformées en d'autres préparations avec le concours de toute l'humanité. Donc rien n'appartient à quelqu'un et tout appartient à tout le monde. Oui. Mais cette première recette que tout le monde cherche, ils sont en quête de cette première recherche, moi je leur donne l'information. Écoutez, ne la cherchez pas parce qu'elle n'existait pas, mais je peux vous donner la recette théorique d'un couscous numide. On ne doit pas trouver de tomate, parce que la tomate est venue beaucoup plus tard. On ne doit pas trouver des éléments, on ne va pas en trouver de la courgette, parce que la courgette est venue plus tard. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la paléobotanique. Qu'est-ce qui existait en Algérie comme végétation? Parce que l'homme, il mange ce qu'il y a dans son écosystème. Absolument. Oui. Et donc, on a été voir, on a toujours mangé des pois chiches. Même dans la paléo-cuisine de l'Algérie. Les pois chiches, les fèves, le scolium tardout, qui est donc garnina. Et donc voilà, ça c'est des légumes qu'on peut trouver dans un couscous numide ou ancien. Quelle matière grasse? Les numides étaient des éleveurs et étaient des agriculteurs. Tout à fait. Donc comme ils étaient éleveurs, donc on devait trouver du semen. Oui. Sûrement. Ils mettaient. Donc, il n'y a pas de paprika. Donc, notre couscous numide, il était bien blanc. Parce qu'il n'y a pas de paprika, il n'y a pas de tomate. Et donc, voilà, on peut, chacun de nous, en s'aidant avec ses disciplines, et puis quelle viande? Donc là, c'est la paléozoologie qui vient nous dire quelle viande. On mangeait de l'autruche. Parce qu'il y avait de l'autruche en Algérie. On mangeait de l'outarde. L'outarde qui est maintenant interdite de chasse, protégée, mais on en mangeait. On mangeait de la gazelle. Et donc voilà, les viandes qu'on pouvait mettre. Il y a aussi le 5. Le 5 qui est le petit poisson du sable dans le sud algérien, on le mange. Et c'est une source carnée pour les Algériens de l'époque, qu'on appelle cherchemin dans la région de Gherdaya. Et donc, toutes ces viandes pouvaient servir à faire ce couscous théorique que tout le monde est en quête de le trouver. Mais est-ce qu'il existe vraiment?
on n'est pas sûr. En tout cas, c'est cette rétrospective qui vous permet, je vous cite, de distinguer les pâtes pétries du Sahel et d'autres pays d'Afrique du Nord du couscous algérien, je vous cite in extenso, qui n'est pas une pâte pétrie, mais un grain de semoule roulé et élaboré. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays très proches de nous, voisins, dont le couscous n'est pas fait comme chez nous. Et c'est à partir de 1830, quand l'Algérie a été coupée par la France, et que les Algériens n'ont pas voulu être sous le joug d'une puissance mécréante, c'est-à-dire pour eux, kfar. Et donc, ils sont partis. Donc, une partie est partie vers l'Est, Tunisie et le Moyen-Orient, et une partie est partie vers l'Ouest. Et là, ils ont pris leur savoir-faire avec eux. Et c'est à partir de ces dates que le roulage a commencé à être un peu partout dans l'Afrique du Nord. Mais sinon, quand vous voyez les récits de voyage d'imminents historiens, pas algériens, qui vous décrivent la façon de faire le couscous, ben vous voyez que c'est une pâte pétrie qu'on étale, qu'on sèche au soleil, et on concasse quand elle est séchée, et on le passe à la vapeur. Pour moi, ça, c'est pas du couscous. Le couscous, et vous avez dû voir dans le livre que j'explique la façon de rouler parce que moi-même je roule du couscous. Et il y a une posture à avoir pour rouler du couscous. Il faut être proche du grain pour le voir apparaître, sortir. Et c'est magique. D'ailleurs, c'est tellement un savoir-faire que on y a recours auprès de spécialistes aujourd'hui. Avant, c'était le b.a.-ba de la femme numide et de nos mères. Aujourd'hui, c'est devenu presque un artisanat. Ah oui, c'est un artisanat et c'est dans toutes les familles. Il y en a une ou deux qui sont la gardienne du roulage. Voilà. Donc, rouler du couscous, c'est peut-être un geste de la maison ménager, mais en fait, c'est un geste très artistique et très, très technique, unique. C'est-à-dire, il y a un lien presque d'amour, charnel, voilà, entre la personne qui roule et ce grain qui est en train, elle est là à scruter. Ah là, il est sorti. Est-ce que je le garde avec cette grosseur ou je fais encore un peu d'eau pour le grossir un peu? Et là, vous allez voir qu'il y a une série de couscous avec différents calibres. Tout à fait. Et chacun est voué à un événement, à une préparation. On va revenir justement sur les mentions du couscous dans la littérature médiévale, mais puisqu'il s'agit de littérature, on va se tourner, et de couscous et de Zerda, on va se tourner justement vers l'auteur de Zerda, ce recueil de poésie de Radia Toumi. Et pour commencer par le commencement, avant de faire comme à notre habitude un petit commentaire de texte, le titre Zerda renvoie à quel esprit? On a l'habitude, pour un recueil de poésie, d'avoir un fil conducteur. Oui. Ici, il reste assez énigmatique avec ce titre. Oui. Justement, l'idée m'est venue de donner comme titre à ce recueil le nom d'une fête traditionnelle qui se tient, je crois, jusqu'à aujourd'hui, mais pas assez comme auparavant, dans certaines régions en Algérie, comme chez nous, à Batna. Je suis de Batna, je suis Chaoui, et donc j'ai gardé, grâce à l'éducation que j'ai eue chez moi, j'ai gardé beaucoup de ces racines qui me lient à mon héritage amazigh, berbère. Et la Zerda, je garde toujours dans mon esprit et dans ma mémoire ce mot, parce que je me souviens depuis mon enfance, ma mère m'en parlait, mon père aussi parlait, j'écoutais ce qu'il disait. Dans les années 80, je me souviens très bien, même au début des années 90, il y avait des communautés, des localités qui organisaient des zerdas pour différentes raisons. Par exemple, pour avoir la bénédiction de Dieu dans la région, par exemple, ont besoin de pluie ou autre chose. Il y a aussi les zerdas qui était un moyen de permettre à des personnes souffrantes, des personnes malades de venir assister à la Zerda, de danser
de danser une danse un peu... Oui, il y a un poème qui est consacré d'ailleurs. Oui, une danse où la personne entre dans une certaine transe. On appelle ça tehouel. Yetehouel, la personne tetehouel. Donc c'est une certaine transe et cette transe permettait justement à la personne de se débarrasser de cette maladie, de ce mal. C'est une forme de catharsis. Exactement. Parce que parfois la maladie, pardon de vous interrompre, est psychosomatique. Et donc c'était une forme de thérapie. Exactement. Et ça permettait... France Fanon en parle d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et la personne, donc, grâce à cette danse, elle est convaincue, parce que c'était une conviction. Tout à fait. Elle est convaincue que, à la fin de la danse, généralement, ces personnes qui entrent en transe, qu'elles soient femmes ou hommes, tombent vers la fin de la danse et à ce moment-là, on peut ou elle peut sentir qu'elle est délivrée de ce mal qui l'a rongée depuis un certain temps. Et pendant la Zerda, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une organisation, les femmes préparent le couscous, le fameux couscous. Il égorge des moutons. Il y a aussi donc la préparation de la nourriture, ce qu'ils vont manger. Il y a une troupe qui vient danser, chanter. On peut ramener des danseurs qui font la danse traditionnelle, chaoui, comme Rahaba. Donc, ils dansent et ils offrent un espace à ces personnes souffrantes pour qu'elles dansent et à la fin, elles se délivrent de leur maladie. Donc, pour revenir justement au titre Zerda, Zerda, c'est un mot très polysémique à mon avis, parce qu'il recouvre plusieurs significations, plusieurs thèmes. Donc, par exemple, la fête, la joie, la convivialité, on est ensemble. La reconnaissance aussi. La reconnaissance, oui, la reconnaissance peut-être des bénédictions qu'on a reçues. Exactement. Oui, c'est ça. Aussi, c'est pour aider les pauvres, parce que durant les Zerda, on appelle les pauvres de la localité pour venir partager le couscous, la joie d'être ensemble. Et donc, c'était une fête vraiment très spéciale qui fait partie de notre héritage culturel berbère. Alors, si le titre renvoie à une tradition ancestrale, le ton, lui, est beaucoup plus moderne. Et on le voit par exemple lorsque vous dites « Elles, les rebelles, se font vagues dans un monde rocailleux, se font chair, se font voix. Son corps armure brandit, défie les maîtres de l'orthodoxie, défait le dogme et caresse le chemin que n'arpentent que les seuls. » Oui, en fait, si je peux donner une courte description des poèmes de ce recueil. Premièrement, ils ont été écrits sur une longue période. Ce sont des poèmes. À chaque fois, j'ai envie ou j'ai une certaine inspiration, j'écris ce qui est dans ma tête, ce qui est dans mon être. Et généralement, il y a des thèmes qui se répètent chez moi, mais il y a toujours ce fil conducteur. Peut-être il est imperceptible, mais il est là. C'est le fait de parler de la femme algérienne, de parler des souffrances des Algériens, des souffrances de l'être humain d'une manière générale, et aussi de parler de certains détails qu'on vit, des détails que je vois avec un œil poétique, les détails qui font la différence dans la vie des êtres humains. Pour revenir à ce poème que vous avez cité, ici je parle beaucoup plus, ou je jette la lumière sur les situations difficiles que vivent beaucoup de femmes dans notre société, de par les difficultés dans lesquelles elles ont vécu, parce que toutes les familles ne sont pas semblables. Certes. Toutes les manières d'éduquer les filles au sein des familles ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a des régions qu'on peut dire entre parenthèses ou entre guillemets plus conservatrices que d'autres. Bien que j'ai une certaine réserve vis-à-vis sur du le terme. mot. Moi aussi. Oui. Oui. Vous mentionnez aussi le rôle du poète, son rôle ancestral de Gouel, d'Aed, lorsque vous dites par exemple, du moins c'est ainsi que je l'ai compris, je suis un masque millénaire, d'un visage à l'autre j'ai traversé les âges,
visage toujours centré, mes yeux étaient leurs yeux, mon nez se tenait pour leur nez, et mes bouches, un peu partout, parlaient en même temps. Visage aux yeux ronds, aux bouches multiples, à l'expression unique, masque antique gardant des secrets que seule ma face intérieure connaît. Oui, c'est une belle interprétation que vous faites là. Et... Peut-être pas forcément juste, oui. Merci. Oui, moi je suis toujours... C'est aussi la gageure de tout poète de se voir approprié par les lecteurs. Oui, moi je suis toujours réceptive de toutes les interprétations que je reçois. Et quid de votre intention? Oui, parce que c'est vraiment étonnant comment on peut lire le même texte de manière différente. Ah, et ça c'est la traductrice qui parle. Oui, et ça c'est ce qui caractérise les textes littéraires. Quand vous savez, on dit en arabe par exemple « An-nas al-adabi hammal ou awjah ». Qu'est-ce que ça veut dire hammal ou awjah? C'est-à-dire on peut le comprendre de différentes manières. Et chacun peut le comprendre et on n'a pas le droit de lui dire non, tu n'as pas le droit de comprendre ça ou il faut adopter ma propre compréhension. Donc les interprétations, elles sont, bien sûr, si elles n'ont pas... Si elles ne sont pas farfelues. Exactement. J'espère que la mienne ne l'est pas trop. Il faut rester dans une certaine limite raisonnable. Oui. Toutes les interprétations, elles sont recevables, acceptées. Et ensuite, pour le masque, bien que je ne sois pas obligée de Parce que le masque renvoie aussi au cœur antique. Oui, ça renvoie à plusieurs choses. Celui de la tragédie. Oui, c'est aussi un mot qui est très chargé sémantiquement. Donc, et anthropologiquement. Exactement. C'est la personne qu'on ne veut pas dévoiler aux autres. C'est une vérité qu'on cache. Tout à fait. Donc, ou c'est un miroir aussi. Certes. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles. Alors, on va continuer d'explorer la Zarda. Cependant, puisqu'on parle de littérature et de textes à plusieurs visages, je reviens vers le couscous racines et couleurs d'Algérie de Yasmina Sellam, où vous avez déployé une bibliographie impressionnante afin de retracer grain par grain les traces du couscous. On va filer les métaphores autour du couscous. Oui, aujourd'hui, on va se régaler. Littéralement. Oui. Et vous dites que la première mention du couscous littéraire, évidemment, on la trouve chez Ibn al-Mahdi entre le 8e et le 9e siècle. Qui a été repris, l'ouvrage original a été perdu, cependant il a été repris dans un autre ouvrage à l'auteur anonyme, Kanzul Fawaid fi Tanwi' al-Mawa'id. C'est aussi un mets que l'on retrouve aussi bien chez Rabelais, voilà, que chez Cervantes. Tout à fait. Donc, moi, quand je voulais connaître le couscous, on me posait la question, il est de quel pays le couscous? Il est né où? Comment? Je me suis mise à chercher. Ça fait quand même quelques années, depuis 2011. Où est-ce qu'il est né, le couscous? Et là, c'est une erreur de chercher le lieu de naissance d'une recette ou l'acte de naissance ou le jour où il est né. J'ai dit tout à l'heure qu'une recette ne naît pas un jour. Elle naît, elle se transforme. C'est une praxis. Voilà. Donc, le lieu de naissance non plus. On ne sait pas. Personne ne peut savoir. On peut trouver des objets de fouille qui vous disent, ah tiens, ça, dans mon livre, il y a un morceau de keskes, peut-être, de keskes. Mais est-ce que le keskes Heda, qu'on a trouvé du côté de Tiaret, est-ce qu'il était là parce qu'il a été fabriqué là, ou est-ce qu'il était ailleurs et il est venu parce qu'on ne sait pas. Un objet, ça se transporte. Certes. Donc là, c'est un problème. Donc les objets de fouille, quand on en parle, il faut que ça soit toujours dans le conditionnel. Oui. Parce que c'est des interprétations et des hypothèses. Quand c'est des écrits, là, il faut croire plus parce que l'écrit est là. Et la personne qui a écrit, elle est responsable de ce qu'elle a dit. Et donc Ibrahim Ibn al-Mahdi, qui est le frère de Harun Rashid, était un grand gastronome. Et lui, il a parlé du couscous. Ça veut dire que le couscous est parti dans le monde du temps des conquêtes musulmanes. Tout à fait. Donc, c'est les premières mentions du couscous. Après, les Européens ont commencé à parler du couscous, et là, ils l'ont appelé comme ils ont voulu, comme ils ont entendu. Couscousi, couscoton, et chacun l'a écrit comme il a voulu. Et le mot couscous, C-O-U-S, a été adopté
définitivement quand l'Algérie a commencé à produire du couscous qui se vendait à l'étranger. Et donc là, couscous est devenu comme ça. Par exemple, Georges Sand, elle écrit K-O-U-2-S, plus loin K-O-U-2-S. Tous les auteurs et les hommes de lettres de l'Europe ont adoré le couscous et ont écrit sur le couscous. Donc, Rabelais disait coscoton. Après, il change d'orthographe, il l'appelle coscosson. Alexandre Dumas, Georges Sand, voilà. Donc, tout ce monde a parlé du couscous. Mais ça, c'est assez récent. Mais les premières mentions, elles sont beaucoup plus anciennes. Pourquoi? Parce que dans la littérature sur la gastronomie, on évite de parler de la littérature arabe, alors que dans la littérature arabe, il y a des trésors. Absolument. Et par exemple, moi, j'ai trouvé de belles recettes de couscous dans les livres du XIIIe siècle de l'Andalousie, où on vous donne la manière de préparer un couscous, le resseni. Le resseni, c'est un couscous. Et on se dit, ressen, c'est quoi ressen? Après, je donne la signification du mot ressen. Donc, tout le monde a parlé du couscous, et tout le monde a aimé le couscous, et le couscous a voyagé dans le monde, toujours, moi je dis, grâce à l'Algérie. Parce qu'il a été introduit au Moyen-Orient grâce aux conquêtes musulmanes, donc là, ce n'est pas l'Algérie. Mais après, le couscous qui a été dans le monde, c'est le couscous fabriqué en Algérie, à Blida, et l'usine existe encore. Et donc, il a été dans le monde. Et comment il a été en Amérique du Sud, au Brésil? C'est les conquistadors. Ils l'ont pris de chez les Berbères, puisque les conquêtes musulmanes se font d'est vers l'ouest. Donc, ils sont passés par l'Afrique du Nord, ils ont été en Andalousie, et quand les conquistadors sont partis en Amérique du Sud, là, ils ont pris le couscous avec eux. Et vous avez deux couscous traditionnels au Brésil qui s'appellent couscous. Donc l'écriture, elle change selon les langues de tous les pays qui ont adopté le couscous. Mais le couscous mondialement aimé, c'est le nôtre. Si bien qu'un autre gastronome, Charles Moncelet, journaliste, écrivain, poète et critique gastronomique, va carrément prendre sa plume et dire un mot à résonner sous l'africaine hutte, couscousou. Ne croit-on pas ouïr un soupir de la flûte, du tulou, de ce plat indigène et que nul ne discute, je suis fou. J'irai pour en goûter, bravant péril ou chute, n'importe où. Que d'écho dans la plaine il éveille sans cesse, Mitidja. S'il faut qu'il soit vendu pour lui, mon droit d'aînesse l'est déjà. Oui, le droit d'aînesse, c'était très important avant. Oui, ça fait référence d'ailleurs au... Bon, j'ai mis ce poème, pas pour ce qu'il dit. Bon, je l'ai mis parce qu'il parle de couscous. Mais il faut l'analyser aussi. Il est un peu raciste. Enfin, un peu, beaucoup. Oui, il y a beaucoup de folklore. Oui, le mot indigène, moi, je ne l'aime pas. Bien sûr. Parce que ça renvoie à une vision du monde colonial. Tout à fait. Donc, le mot indigène, la hutte, est-ce que les Algériens vivaient dans des huttes? Non. C'est des clichés au kilomètre. C'est des clichés. Donc, je l'ai mis pour que les gens puissent faire cette analyse que j'ai faite, moi, pour dire qu'il a parlé du couscous, c'est bien, seulement comment il a parlé du couscous. Et donc, là, les Algériens doivent à tout prix lire ce poème et le mettre à sa place. C'est vrai qu'on a fait des poèmes sur le couscous, mais comment on en a parlé, là, ça reste du domaine de la... Surtout qu'on a beaucoup occulté sa dimension sociale. Sa dimension, exactement. On va y arriver. Justement, 1830, occupation de l'Algérie. Et là, entre autres filons que les occupants découvrent en Algérie, celui justement de ce savoir-faire qu'ils vont industrialiser, et vous remontez aux origines de cette industrialisation jusqu'à la maison Ricci à Blida. La maison Ricci, elle a existé donc à Blida depuis 1840 à peu près. C'est un colon italien qui est venu en Algérie, s'est installé, et il a découvert le couscous. Parce que nous, le couscous, la zerda, c'est toujours avec un couscous. La tuisa, c'est toujours un couscous. Et donc, ça, c'est la dimension sociale de notre couscous. Il fait partie de la vie de l'Algérien ou du Numide ou de l'Amazigh, de sa naissance à sa mort. Toutes les stations de sa vie, elles sont couronnées toujours par le couscous. Et donc, ils ont goûté. Et les défaites qu'on faisait, parce qu'on était colonisés, les colons, le hakim et tout, on lui offrait ce repas parce qu'on ne sait pas offrir autre chose. C'est ça, la nourriture,
suprême, c'est celle-là. Après, les autres viennent, les tagines et tout, viennent bien en deçà. Et donc, là, il découvre ce plat magnifique, très bon, équilibré, parce que du point de vue des nutritionnistes, c'est le plat équilibré par excellence. Tout à fait. Et donc, il se dit, bon, on va le produire et le vendre. Là commencent les gens qui veulent faire du marketing un petit peu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recrute des femmes dans le besoin. Oui. C'est des 105, pardon de vous interrompre, voilà. hein, 105 ouvrières, Oui. veuves ou démunies, qui devaient produire jusqu'à 100 kilos de semoule par jour. De 7h du matin à 14h. À 14h, il faut qu'elle ait roulé 100 kilos de couscous. Donc imaginez. Et donc les gz'at, elles sont là, à même le sol, elles roulent. Après, il a vu que quand il envoyait ses paquets, donc le premier paquet est parti de chez nous. Hein, tout à fait. donc quand il envoyait ses paquets, il y avait des ruptures de stock. Et les gens ont demandé en métropole, eh bien, envoyez-nous du couscous. Ben non, parce que ça demandait du temps pour le sécher. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il met des souffleries pour sécher le couscous qui est toujours roulé par des dames. Après, non, la demande se fait encore de plus en plus. Et là, en 1835, 40 je crois, 1940 et tout, il se met avec un autre colon de Boussaada, le moulin Ferrero de Boussaada, donc Ferrero, et alors il crée la première machine à rouler le couscous. Là, ça marche. Là, il envoyait du couscous en métropole, tout le monde en achetait et il vendait ailleurs, hein, dans d'autres pays. Et donc, la première machine a été créée en Algérie pour rouler du couscous. Et donc, ces femmes, qu'est-ce qu'il allait en faire? Bon, il y en a qu'il a mis dehors, où là, elles étaient envoyées vers le packaging. Donc, elles mettaient le couscous dans les paquets. Et il a gardé quelques-unes pour le couscous de luxe roulé main. Voilà. Voilà. Donc, ils ont gardé, ils étaient deux. Et là, à partir de l'existence de Ferrero, de Ricci et de Ferrero, beaucoup d'autres firmes ont commencé à produire du couscous. Et la plupart des usines ou des marques de couscous sont nées en Algérie. On a eu Riti, on a eu Kochi, on a eu Girma, on a eu beaucoup de Zekia, beaucoup de marques de couscous. Donc ils se disent, c'est un bon filon, allons-y. Et les réclames disaient l'authentique couscous algérien. Eh ben voilà, justement. Y compris chez nos voisins. Voilà, oui, on vend le véritable. Voilà, le mot véritable est très lourd de sens. Donc, ça veut dire le véritable couscous algérien, 1840. Donc, ça veut dire qu'en Algérie, on envoyait du bon couscous, du véritable couscous algérien, donc il y a des caractéristiques spécifiques un peu partout dans le monde. Et donc, à partir de là, l'Algérien, moi j'ai écrit ce livre pour les Algériens d'abord, je leur dis, je vous donne des arguments et des éléments pour que vous soyez les défenseurs de notre patrimoine, à commencer par le couscous. Je ne revendique pas la paternité, parce que ce n'est pas important. C'est ce que nous avons fait du couscous qui est plus important. Parce que créer une recette, ça peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Et tout s'est fait chez nous. La première médaille reçue par un couscous, elle a été décernée à un Algérien en 1849. Tout à fait. Donc, le premier médaillé des couscous, c'est un couscous algérien. La première machine à sécher le couscous est algérienne. Le premier paquet de couscous est algérien. La première machine à rouler le couscous est algérienne. Et donc, c'est vrai que c'était du temps de la colonisation. Oui, mais la main-d'œuvre, elle était algérienne. Tout à fait. Donc, moi, je le revendique pour nos Algériens. Évidemment. Et donc, voilà, nous avons les éléments pour. C'est un pillage qu'on est venu faire. Complètement. Complètement. Et donc, nous avons le droit et nous devons revendiquer le couscous pour notre patrimoine. Alors, c'est frappant en vous lisant comment un plat de couscous devient à lui tout seul un livre d'histoire. Complètement. Vous livrez dans la deuxième partie de l'ouvrage plusieurs recettes selon différentes régions et chaque recette est une page d'histoire en elle-même. Par exemple, l'un des exemples, ils sont très nombreux, hein, mais l'un des exemples les plus frappants, c'est celui de l'mnemmesh. Oui. Où on voit justement que on le voit à l'écran, c'est la nécessité
qui a fait le dénuement tout à fait. qui force la La créativité. créativité. L'Algérienne, depuis la Numide, depuis qu'elle était numide et qu'elle est devenue maintenant algérienne, elle a toujours été là pour nourrir sa famille de la meilleure des façons. Et donc, on fait l'Aoula. Ça, c'est toutes les familles algériennes font l'Aoula. Jusqu'aujourd'hui. Et on a donc différents types de couscous selon la matière première qu'on utilise. Mais en fin de Aoula, l'Algérienne, elle se retrouve avec 100 grammes d'un couscous, 100 grammes d'un autre couscous, 100 grammes d'un autre. Comment faire pour nourrir toute la famille, faire un plat avec tout ça? Elle ne peut pas les mélanger. Mais elle se dit finalement, je peux les mélanger. Mais comment je vais les mélanger? Je ne vais pas les mélanger et en faire un plat. Je vais les cuire séparément parce qu'ils ont des degrés d'absorption différents. Ils ne cuisent pas de la même façon. Donc je les cuis séparément et au deuxième passage à la vapeur, j'en fais un plat. Et puis comme il y a des grains foncés, des grains sombres, des grains blancs, on va accentuer cette mèche avec des grains de sinout, donc de nigel, et des grains de cresson. Et ça donne un plat. On peut le faire sans viande, on peut le faire avec viande. Et j'ai découvert ce plat en 1982. Je venais de sortir de l'université et j'ai été à Soukharas pour choisir des emplacements pour stations météo. Parce que j'ai été spécialiste de la météorologie, de la bioclimatologie. Et donc, j'étais la seule femme du groupe qui partait. Donc, on me faisait entrer dans les maisons. Et j'ai goûté ce plat. Et je ne vous dis pas que c'est mon couscous préféré, parce qu'il y a des saveurs extraordinaires dans la bouche, qui éclatent quand vous le mettez dans la bouche. Et donc, j'ai goûté ce plat, et sur un bout de papier, j'ai écrit la recette. Je lui ai dit comment vous le faites. Et c'est d'une simplicité extraordinaire, et c'est d'un goût extraordinaire. Ça veut dire que nous avons tous les éléments pour créer des choses extraordinaires, merveilleuses pour notre patrimoine. Et le patrimoine, ce n'est pas que le passé. On peut fabriquer le patrimoine de futures générations, bien Il sûr. faut qu'on le fasse Absolument. en leur permettant de faire des choses. Il ne faut pas mettre des barrières à la créativité dans la cuisine. Il faut laisser les gens faire. Et je dis que le couscous est le plat le plus démocratique du monde parce que faites un bon grain. Après la sauce, mettez ce que vous aimez. Le légume que vous aimez, la viande que vous aimez. Vous n'aimez pas la viande, ne mettez pas de viande. Oui. Et On peut mettre du poisson. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Des roses, il n'y a pas de limite. on peut le cuire à la lavande. À la rose, à la lavande. Et ça, c'est... Raisin sec. Au raisin sec, oui. Bon, le raisin sec, il est un peu connu partout. Mais il y a des couscous qui ne sont pas connus en Algérie. Oui, on découvre comme vraiment le des couscous perles. à la rose. Voilà. Ben, il n'existe pas ailleurs. Il a été servi lors du mariage de ma grand-mère en 1915, un couscous à la rose. Et là, vous voyez le summum du mélange des cultures et des civilisations. Et du raffinement dans la simplicité. Dans la simplicité. Parce que le couscous, il est amazigh. Et donc, c'est quand même un plat assez rustique, même si la technicité de sa fabrication est élaborée. Mais le couscous est algérien, mais l'eau de rose, la distillation, l'utilisation des fleurs, elles nous viennent de la civilisation abbasside ou de la civilisation ottomane. Ben, on ne le faisait pas avant. Il faut le reconnaître. Oui. Mais nous avons pris les bons côtés de ces civilisations que nous avons adopté un autre plat national et on en a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, le patrimoine, c'est bien, mais le patrimoine à construire pour le futur, il faut le faire maintenant. Alors, justement, c'est un peu la conclusion de votre ouvrage que je vais citer en guise de revoir. Cependant, puisque vous avez parlé de pillage, vous m'avez tendu la perche pour notre livre de chevet et ensuite on va revenir vers la Zerda de Radiatoumi. A tout de suite pour notre livre de chevet. Alors que les sionazis se tournent maintenant vers, après le cessez-le-feu imposé de haute main par la résistance et qu'ils se tournent vers la Cisjordanie pour leurs nouvelles exactions, je vous propose de continuer l'exploration de l'ouvrage de Ammar Belkhouja, Colonialisme, les crimes impunis, où on voit à quel point
hier ressemble en tout point à aujourd'hui, du moins en ce qui concerne le fascisme et l'impérialisme. Conte de fiction, nous dit Ammar Belkhoja, conte de l'épouvante. L'enfant de Sidi Ali Bounab, l'enfant algérien en général, aurait tendance à croire que les événements qui ont lieu en 1949 dans le Djurdjura sont le produit de la littérature du fantastique. Et pourtant, ce qui s'est passé est une réalité, une amère réalité qui soulève le cœur et nous interdit formellement l'oubli. En Algérie, le fascisme et le racisme persistaient, mais avant de parler de l'expédition de Sidi Ali Bounab, laissons les Français eux-mêmes ouvrir ce douloureux chapitre. 26 septembre 1949, la grave affaire de Sidi Ali Bounab en 1949 montre que ce douar, partagé entre deux communes de plein exercice de Mirabeau et Camp du Maréchal, avait été à peu près entièrement abandonné à lui-même, ne connaissant guère de la France que l'impôt et le service militaire. Résumons l'affaire. En quelques mots, une vingtaine de gendarmes partant de guerre contre un déserteur algérien qui avait déserté de l'armée française. Il n'avait pas envie de se faire tuer pour les intérêts impérialistes, ça ne l'intéressait pas. Qui pourrait le lui reprocher? Qui avait trouvé refuge dans une décharge du douar Sidi Ali Bounab. La battue est infructueuse. Les gendarmes, alors, se vengent sur la population. Ils s'adonnent à un véritable vandalisme. Ils détruisent les vivres et les chaumières, violent les femmes et humilient les hommes, abattent détail, terrorise enfants et vieillards. Cette expédition punitive qui dure une quinzaine de jours provoque un exode massif des populations. Les habitants de Sidi Ali Bounab fuient la répression et se déplacent massivement vers Alger et les autres localités de la région. Et si les images des archives vous manquent, ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à aller voir ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie actuellement. Et Zerda n'est pas en reste dans la dénonciation justement de l'impérialisme qui défigure le monde. Vous écrivez dans un poème « Je m'appelle Hind, j'ai 26 ans, j'ai perdu mon corps dans la mer, mon âme est là, le cherchant. Il est quelque part dans un ventre immense d'eau et de sel. Je survole depuis des jours et des jours le visage impassible de la mer. Mon corps, je ne le trouve guère. Aidez-moi, s'il vous plaît, à trouver mon corps, moi la migrante, moi qui fuis les bombes, les missiles, les odeurs macabres des décombres, la voix accablante de la mort. Je taille mon chemin vers le nord. » Et puis, vous dites dans une autre strophe, « Je m'appelle Aylan, je suis un enfant de 3 ans, qui ne sourit plus, qui jamais ne se remettra debout. Mon pays, une fournaise de guerre, du tremblement de la raison, une tornade qui boit rêves, corps et arbres, un roc qui écrase sourires, doigts et femmes enceintes. Je ne cherche pas mon corps, non, il est là, sur un rivage qui flotte au gré des vagues du destin. Ce que je cherche, ce sont la paix et l'amour. » Oui, en fait, ce poème, je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles je l'ai écrit. C'était quand ce qu'on appelle les printemps arabes, et ce qui s'est passé justement, le moment déclencheur, c'est ce qui s'est passé en Syrie, quand la guerre a commencé en Syrie, après le printemps arabe. En tout cas, quand cette guerre atroce, cette guerre qui ne dit pas son nom, a commencé à sévir en Syrie, beaucoup de gens étaient morts, beaucoup de gens ont disparu. Ensuite, des gens ont commencé à fuir leur pays. Et on a vu tout ce flux extraordinaire, vraiment, le nombre de gens qui ont fui cette fournaise. Il y avait même ceux qui n'ont pas pu avoir la voie de l'immigration légale. Ils étaient dans l'obligation de fuir dans une embarcation de fortune. Hein. Et donc, c'était l'immigration clandestine avec tous les horreurs que les gens qui s'y prêtent rencontrent. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui sont partis dans de petits navires ou des embarcations, et elles sont mortes, ces personnes, dans la mer, dans la Méditerranée, en quête d'un pays où
ils peuvent vivre ou revivre ou refaire leur vie. Il y avait justement ce petit garçon qui s'appelait Aylan, et c'est une histoire vraie, parce que tout le monde entier, tous les médias ont diffusé la photo d'un bébé qui a 3 ans, qui flottait sur le rivage, je ne sais pas dans quel pays méditerranéen, oui, et c'était une photo choc, vraiment, qui a fait le tour du monde. Tout le monde a vu cette photo. C'était quelque chose vraiment qui nous a interpellés. Qui nous a interpellés et aussi qui nous pousse à poser cette question, où est-ce que nous allons? Quel monde permet ça? Oui, quel monde, dans quel monde nous vivons, oui, où un enfant qui doit vivre une vie paisible, entouré par ses parents aimants, dans la paix, qu'il a le droit de vivre sa vie, se trouve éjecté par cette embarcation et il meurt comme ça, victime d'une guerre qui n'a pas de sens. Ou, en tout cas, moi je ne vais pas discuter des raisons des guerres, mais je vais discuter des méfaits des guerres, cette impossibilité de vivre, comment elle change l'humanité, comment elle change l'homme lui-même. Il peut même perdre son innocence, son regard aimant, parce que les chocs perpétrés par les guerres ne sont pas faciles. Il y a un trauma que les gens vivent, et pour justement sortir de ce trauma, ce n'est pas facile. Oui, on imagine. Donc ce poème, en fait, c'est un clin d'œil ou une sorte d'alerte, où je tire d'une certaine manière la sonnette d'alarme. Oui, la sonnette d'alarme pour dire il faut que nous revenions à notre nature humaine. Il faut que nous empruntions d'autres chemins. C'est le chemin de la communication, le chemin du respect de l'autre, de la différence, chose qui n'est pas, comme vous le savez, qui n'est pas respectée par les empires coloniaux, qui n'acceptent pas la différence, qui n'acceptent pas l'autre, qui sont toujours dans cette catégorisation ou une sorte de hiérarchie où ils représentent la civilisation grandiose, les civilisations qui ont le droit de faire d'apporter les lumières aux autres. Les lumières, justement. À coup de bombe. Bon, oui. Par contre, les autres sont inférieurs, des indigènes. Ils ont besoin d'être guidés, civilisés. D'où la question... piller en chemin, mais ça c'est un détail. Qu'est-ce que c'est que cette civilisation qui tue les autres et qui pille leur richesse? Et puis ils nous prennent pour des dupes. On vous ramène la paix, pas la guerre. Oui. Mais c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est une contradiction. C'est une contradiction performative. Comment est-ce que vous ramenez la paix en faisant la guerre? Non, on ramène la paix en faisant la paix. Exactement. Alors, comme on approche de la conclusion de notre émission, le temps passe vite quand il est agréablement passé, justement. Je me tourne vers Yasmina Sillam pour le mot de la fin en ce qui concerne votre ouvrage. Ensuite, je reviendrai vers Radia Toumi, qui nous doit un couscous, car 2 ouvrages quand même, ça mérite une zarda. Donc, on va y revenir. Cependant, si vous permettez, je voudrais vous citer votre conclusion, en guise de conclusion. Vous dites « De tout temps et en tout lieu et âge, les hommes se sont inspirés les uns des autres, dans tous les domaines de la vie. Les Algériens ne font pas exception et reconnaissent sans complexe les influences des autres civilisations sur leur vie socioculturelle, leur savoir et savoir-faire. Toutefois, ils aspirent également à ce que leurs empreintes chez les autres soient reconnues et ils s'attachent à cette reconnaissance surtout pour un élément essentiel et constitutionnel de notre identité patrimoniale, le couscous. L'aventure du couscous dont le monde a commencé en Algérie, c'est le couscous fabriqué selon le savoir-faire algérien et numide qui a plu aux amateurs de ce plat dans tous les pays. L'analyse, c'est moi qui ajoute numide, justement en rappelant cet enracinement. Tout à fait.
l'analyse objective des références documentaires. Il y a toute une bibliographie que vous pourrez trouver dans cet ouvrage de Yasmina Sallam. L'analyse de ces références documentaires citées dans ce livre permet d'établir que les racines du couscous sont en Algérie depuis son origine jusqu'à son exportation vers le monde, en passant par la mécanisation de sa fabrication. Tout à fait. C'est exactement ça. Moi, je me dis que les Algériens, c'est un peuple tolérant. Parce que peut-être on nous qualifie des nerveux et tout, mais en fait, nous sommes très tolérants. Et nous acceptons sans tabou que tel plat a des origines ottomanes. Là, il a été véhiculé vers l'Algérie par les Ottomans. L'autre plat par la civilisation musulmane des Abbassides ou des Omeyyades. Ça ne nous dérange pas parce que nous savons que les hommes s'échangent et font. L'homme a toujours voyagé sur Terre et en partant vers d'autres cieux, il a emmené avec lui ses savoir-faire et il a greffé dessus d'autres savoir-faire. Donc nous, on n'a pas de tabou là-dessus. Par contre, pour le couscous, en analysant la littérature sur le couscous et tous les faits historiques sur le couscous, eh ben, nous espérons que les autres fassent le travail sur eux-mêmes pour dire que les Algériens ont fait quelque chose pour le couscous, ce plat national qui nous revient de droit et qui fait partie de notre identité. Nous n'avons pas le droit de laisser les autres se l'accaparer comme ça, sans dire un petit mot pour l'Algérie. Parce que nous sommes prêts à dire oui, nous avons joué un rôle, vous l'avez aimé, vous l'avez pris, vous avez ajouté votre touche, pas de problème, mais il faut reconnaître. Et rendre à César ce qui appartient à César. Merci beaucoup Yasmina Sallam pour votre aimable présence et surtout pour ce magnifique ouvrage, Le couscous, racines et couleurs d'Algérie. Merci. Je me tourne vers Radia Toumi, notre poétesse, écrivain, mais aussi traductrice, Limada Ismoha Fatima, recueil de poésie. Alors, Limada Ismoha Fatima, c'est un recueil de nouvelles qui représente les lettres algériennes au Salon international du Caire, recueil de poésie en français, Zerda. Oui, il y a aussi mon premier recueil de poésie, avant ces deux-là, un autre recueil, mais en arabe. Son titre, c'est Tasalluq Hur Munfarid. Waouh. Alors que d'habitude, on parle de chute et non pas d'ascension. Chute libre, et là, c'est l'ascension libre. Ça, c'est à force des bras. L'ascension libre et solitaire. C'est un thème aussi qui revient dans Zelda. Justement, sur la traduction et sur la traduction de la poésie, on sait les enjeux qui sont compliqués. J'ai eu l'occasion de recevoir à la fois votre collègue et ami, l'ami Saïdé, sur cette question. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, en guise de conclusion. Oui, par rapport à la traduction, presque tous les spécialistes disent que c'est la traduction des textes littéraires et surtout de la poésie, c'est l'une des traductions les plus difficiles parce que le texte littéraire, le texte poétique possède des caractéristiques qui sont totalement différentes des autres textes. Dans la littérature, qu'est-ce qu'on peut trouver? On parle de style, on parle de beauté, on parle de procédure d'écriture, on parle de métaphores, d'allégories et aussi on parle de musicalité. On n'oublie pas que les textes poétiques, on trouve, quel que soit son type, on trouve une certaine musicalité interne que seul le lecteur ou l'auteur lui-même sent ou trouve. On parle aussi d'héritage culturel et de la culture. N'oublions pas que les textes littéraires, ce sont des textes qui véhiculent les cultures. Et la culture, c'est quelque chose de, bien que ce sont des héritages de l'humanité, mais chaque culture représente un pays ou un peuple en particulier. Donc, qui peut comprendre la culture mieux que le peuple qui a cette culture lui-même? C'est pour ça le traducteur, quand il va traduire un poème qui regorge de toutes ces caractéristiques, il va se trouver devant plusieurs difficultés, devant plusieurs écueils. Premièrement, est-ce qu'il pourra comprendre la culture d'origine? S'il est lui-même de cette culture-là, est-ce qu'il pourra
faire translater, et on dit ça translater, ça vient de translation, est-ce qu'il pourra translater ce texte dans une autre culture, dans une autre langue? Il y a plusieurs discussions académiques qui ont été tenues au long de ces dernières années autour des spécialistes et les traducteurs, les chercheurs en traduction, et qui prônent chacune un courant, une méthode, une stratégie, mais vers la fin, il y a toujours des difficultés. Ça reste une appréciation du traducteur, des choix que le traducteur va lui-même décider lors de la traduction. Et il n'y a jamais, on dit toujours, il n'y a jamais une traduction finie, aboutie. Chaque texte traduit pourra être retraduit pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les lectures sont différentes d'un traducteur à un autre. Chaque traducteur, avant d'être traducteur, c'est un lecteur. Oui. Et tant qu'il est lecteur, donc il a une certaine manière de comprendre. Oui, une vision du monde. Donc sa lecture du texte. Et deuxièmement, les époques changent. Et on sait que quand ça passe, le temps passe, il y a beaucoup de choses qui changent dans les sociétés. Et donc, même les langues changent. Parce que la langue, c'est quoi? On dit que c'est un organisme vivant. Et c'est pour ça. Et non pas un outil comme exactement, on a coutume de ça change. répéter. On intègre des mots nouveaux, des expressions nouvelles, d'autres mots disparaissent. Et donc, il faut si je peux utiliser ce mot, actualiser. Selon les époques, les textes anciens, les textes des auteurs des époques précédentes, pour donner l'occasion aux lecteurs de cette époque-là de lire et de comprendre et d'interagir avec la littérature du monde. En tout cas, c'est ce que permet la traductrice Radia Toumi. Ce soir, nous avons découvert la poétesse avec Zerda, recueil de poésie. Merci beaucoup, Radia Toumi, d'avoir été. Ça m'a fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ce fait un immense plaisir de vous recevoir après celui de vous avoir lu. Je rappelle aussi le titre de Madame Yasmina Sellam, Le couscous, racines et couleurs d'Algérie. Merci d'avoir été parmi nous. Merci, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci à vous, mesdames. Après l'émission, on va retrouver autour du couscous pour fêter les deux ouvrages de Madame Radia Toumi. Ne pouvons pas vous inviter, je ne puis que vous dire excellente fin de soirée. Merci d'avoir été parmi nous et à très bientôt. Inch'Allah.